Adressait à une de ses fans, puis il disait que pour prouver que tu étais sa meilleure fan, ben il fallait que tu y fasses un twerk. Et puis là, il expliquait comment faire un twerk. Il était pleinement conscient à l'époque que cette jeune fille-là, à qui il avait fait une vidéo, avait 15 ans. Avalanche qui a frappé un hôtel. Alors au moment où moi je tourne, on disait qu'il y avait 28 personnes qui étaient dans l'hôtel, en incluant les clients et les personnes qui y travaillent. Winde, Suwa, Kele ne suis pas son Canadien ou que je retourne. Rétrospective 2017 communauté, bienvenue en résumé. Alors, tel que promis communauté, je vous avais dit que je vous ferais une rétrospective de l'année 2017 et que je la ferais un petit peu différente de celle des années passées parce que les années passées, je faisais un montage vidéo, je mettais un paquet de vidéos ensemble, je mettais de la musique là-dessus, puis parce que j'avais pas les droits d'auteur sur les chansons, ben ma diffusion était bloquée dans plusieurs pays. Alors là, je vous fais une rétrospective de l'année 2017 et cette fois-ci, je vous la fais d'une manière à respecter les droits d'auteur. Alors communauté, j'aimerais ça commencer avec mon défi boule de cristal. Donc je vous avais fait en début d'année une vidéo où je vous disais les 3 sujets qui allaient être les sujets à suivre pour l'année 2017 et je pense que j'ai eu raison sur mes 3 sujets. Alors le premier sujet, c'était l'évolution par rapport au Venezuela. Donc les tensions à la fois sociales, politiques et économiques sont encore très présentes au Venezuela et les choses ne se sont pas du tout améliorées. Aujourd'hui, on parle de peut-être 50 000 personnes qui ont quitté le Venezuela depuis le début de la crise et ça va pas en s'améliorant à aucun niveau. Donc les tensions entre le président Maduro et l'opposition sont encore très palpables au Venezuela et ça devient une crise humanitaire en ce moment là, parce que ça dure depuis beaucoup trop longtemps et les gens ont de la difficulté à se nourrir là-bas. Fait vraiment, c'est désastreux la situation au Venezuela. Je vous avais dit également que ça allait être une année charnière pour l'État islamique et je pense également que j'ai eu raison là-dessus parce que l'année 2017 aurait été l'année qui a été probablement la fin de l'État islamique sur un point de vue géographique, j'entends. Parce que oui, elle va continuer à exister au niveau des idées, mais il en reste pas moins que sur un point de vue géographique, je pense que c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré la victoire sur l'État islamique au niveau de la Syrie et on a fait la même chose au niveau de l'Irak. On a déclaré la victoire. Alors c'est ce qui fait qu'en ce moment, l'État islamique n'a plus ces 2 bastions, disons, les plus importants sur un point de vue économique et militaire, qui était son territoire qu'elle avait occupé au niveau de la Syrie et au niveau de l'Irak. Et ça, pour ça, je pense que ça a été une année vraiment très charnière pour l'État islamique. Je vous avais également mentionné l'évolution des relations internationales sous l'ère de Donald Trump, parce qu'on se cachera pas les choses, les États-Unis, c'est le pays le plus important pour les relations internationales, puis entre autres, l'ONU n'existe pas si les États-Unis sont pas dedans. Et je pense que les relations internationales ont bel et bien évolué dans le sens que j'avais prévu. C'est-à-dire que je vous avais dit que les relations internationales sous Donald Trump allaient être beaucoup plus économiques que diplomatiques. Et effectivement, diplomatie zéro au niveau international pour l'administration américaine. On a eu énormément de tensions tout au cours de l'année, que ce soit avec la Corée du Nord, on en a eu également avec la France, là, pour ceux qui s'en souviennent par rapport aux scientifiques, là, comment on traitait les scientifiques aux États-Unis versus en France. On a eu des tensions là, tout récemment avec toute la communauté internationale en reconnaissant Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Fait qu'une très mauvaise gestion des relations internationales par les États-Unis amène des tensions au niveau des relations internationales et ça, je pense que ça a été l'année 2017 au niveau politique d'une manière très très claire. Maintenant, qu'est-ce qui a retenu mon attention au niveau de l'année 2017 par mois? Ben, je vous dirais pas nécessairement dans tous les mois, mais je pense qu'au mois de janvier, une chose qui avait beaucoup retenu l'attention, c'était les premiers jours de Donald Trump à la présidence et entre autres, il avait signé des décrets par rapport au fait d'interdire l'avortement, la construction du mur également. Fait que ça avait été les débuts de son administration à lui. Le mois de février, ça a été des mois un petit peu plus pénibles là, pour la France et pour le Québec. Donc au niveau du Québec, au mois de février 2017, c'est là où on a eu Alexandre Bissonnette qui avait rentré dans une mosquée de la région de Québec. Il a tué un total de 6 personnes. Puis ça avait fait ressortir des tensions raciales qu'il y a au Québec d'une manière qui est vraiment très déplorable. Mais de manière générale, je dirais qu'il y avait quand même une certaine unité alentour de la communauté musulmane pour la ville de Québec. Mais il reste qu'il y a eu beaucoup de discours haineux qui sont sortis dans la sphère publique. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage. Au niveau de la France qu'on avait eu en février 2017, c'est l'affaire Théo. L'affaire Théo a fait couler beaucoup d'encre en France. Alors en gros, c'est un jeune homme qui avait résisté à son arrestation. Au moment de résister à son arrestation, le policier l'avait frappé au niveau des cuisses, puis la matraque qui a rentré direct dans le cul. Ça l'a fait des lésions très importantes à Théo. Puis des suites de ça, on a interprété ça comme étant une agression sexuelle à l'égard de Théo. Et il y a eu un mouvement social très important qui s'est organisé en soutien à Théo. Ils ont fait des manifestations, il y a eu des affaires de casse aussi dans ces manifestations-là. Théo a même appelé au calme à la population.
Le mois d'avril 2017, lui, a été un mois de tension internationale très importante avec la Corée du Nord. On se menaçait d'un bord puis de l'autre avec les États-Unis. Et puis là, finalement, c'est au mois d'avril où les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient déplacer un porte-avions qui allait partir de la proximité de l'Australie pour se rendre jusqu'en proximité de la Corée du Nord. À peu près au même moment, l'armée chinoise avait fait des déplacements de troupes à proximité de sa frontière avec la Corée du Nord. Puis la Russie avait fait la même chose en déplaçant aussi des armements militaires. Alors les Chinois, eux autres, ce qu'ils disaient en gros, c'est que c'était un mouvement dans le but de gérer la crise de migrants si advenait que les États-Unis intervenaient militairement contre la Corée du Nord. Les Russes, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que c'était un déplacement stratégique, donc c'était pas tellement clair par rapport à ça, mais on a eu excessivement peur à cette époque-là d'un conflit qui allait être un conflit asiatique qui aurait eu des répercussions mondiales, et finalement, il n'y en a pas eu, fort heureusement, on touche du bois, puis on espère que ça va continuer de même, parce que ça pourrait être très grave s'il fallait qu'un conflit éclate entre les pays que je vous ai mentionnés, soit les États-Unis, la Russie et les Chinois. Ça aurait des répercussions vraiment très importantes au niveau mondial. C'est au mois de mai 2017 que Emmanuel Macron va concrétiser finalement sa remontée, son ascension finalement, parce qu'il n'a jamais été dans le bas, mais son ascension extraordinaire, autant qu'au début, quand il s'était présenté, il n'y a pas grand monde qui le voyait comme étant le candidat favori pour la présidence. Au final, il a remporté de manière quand même confortable la présidentielle, et ça, j'avais été très surpris. Emmanuel Macron a eu comme première approche, une approche que je qualifierais très américaine. Entre autres, il avait invité toute sa famille sur le stage, il avait fait un portrait à la Barack Obama, ça l'avait offensé certaines personnes, il y a d'autres personnes qui étaient très contentes de voir ça. La lune de miel a duré quand même un certain laps de temps avec les médias internationaux par rapport à Emmanuel Macron. Et éventuellement, il va se mettre les pieds dans les plats puis ça va changer complètement. Mais il reste que, à prime abord, c'était des bons débuts quand même pour le nouveau président français qui était quand même très très jeune pour l'époque. Le mois de mai a été également frappé par le chauffeur terrible de Times Square. Alors en gros, c'est un homme qui s'était promené avec sa voiture sur Times Square. Il avait blessé un paquet de monde. Finalement, je pense qu'il avait tué juste une jeune fille, si ma mémoire est bonne. Mais on avait réalisé aussi le manque de sécurité qu'il y avait pour tous les piétons qui marchent sur Times Square. Si vous avez déjà été à Times Square, il y a du monde continuellement sur Times Square, que ce soit de jour, de nuit, le matin, le soir, peu importe, il y a tout le temps du monde. Puis là, ce qu'on réalise, c'est qu'on n'était pas du tout à l'abri. Au début, on a cru que c'était possiblement un attentat terroriste de l'État islamique. Finalement, on a réalisé que le gars était juste vraiment pas bien dans sa tête. Mais il reste que c'est quelque chose qui avait fait très peur à la sécurité des New-Yorkais. Et même en parallèle à Manchester, on a eu l'attentat pendant un concert d'une chanteuse américaine. Donc, il y avait un gars qui s'était fait sauter à l'entrée d'un aréna, si je me rappelle bien. Et là, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué concernant l'attentat de Manchester, c'était sur le fait qu'on s'attaquait à des enfants. Et ça, c'était peut-être la première fois que je voyais l'État islamique s'attaquer directement à des enfants. Généralement, ils s'attaquaient à des adultes ou à des endroits qui étaient des endroits symboliques. Et là, ce qui était symbolique là-dedans, c'était le fait que c'était des personnes en bas âge. Le mois de juin 2017, celui-là, je l'accorde aux réseaux sociaux parce que tous les scandales des réseaux sociaux se sont ramassés sur les médias traditionnels. On a eu entre autres l'histoire d'une femme qui voulait absolument être servie aux États-Unis par un médecin blanc. En gros, ce qu'elle disait, c'est qu'un médecin qui était de couleur ne parlait pas l'anglais. Et là, en gros, ce qu'on lui reprochait à cette femme-là, c'est non seulement d'être raciste, mais sur le fait aussi que son fils avait des douleurs au niveau de la poitrine. Alors, on avait peur à ce qu'il y ait un problème cardiaque, puis elle niaisait sur le fait qu'elle voulait absolument être servie par un blanc. Et ça, à ce niveau-là, ça l'a fait ressortir les tensions raciales aux États-Unis. Pendant ce temps-là, on a eu à peu près le même genre de scandale avec le défilé de la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec. Donc en gros, ce qu'on avait vu, c'était qu'il y avait des jeunes noirs qui poussaient le char allégorique principal du défilé de la Saint-Jean-Baptiste pour la fête nationale québécoise. Là, en gros, finalement, ce qu'on a réalisé, c'est que ça n'avait absolument aucun rapport avec leur couleur de peau. C'est que c'était des jeunes qui s'étaient portés volontaires. Ils jouaient dans une équipe, je me rappelle plus si c'est de basketball ou de football d'une école secondaire à Montréal. Puis ils s'étaient portés volontaires pour pousser le char allégorique. Fait qu'on n'avait pas choisi, là, il était juste majoritairement noir parce que dans cette équipe-là, il était majoritairement noir. Puis bon, au final, ça avait fait un gros scandale au niveau racial. Et c'est également au mois de juin 2017 qu'on a entendu parler de Mona Lisa Pérez, cette jeune femme-là qui a tué son ami de cœur, qui était le père de son enfant, puis aussi le père de son futur enfant, parce qu'il voulait avoir beaucoup de vues sur Internet. Donc en gros, le défi, c'était de tirer son copain avec un arme à feu. Lui, il plaçait une encyclopédie, la balle a passé au travers de l'encyclopédie, puis elle a tué le jeune homme. Et ce qui avait été traumatisant là-dedans, c'était de faire des gestes aussi dangereux dans le but d'aller chercher des vues. On avait été dépassé à l'époque par ça. Les réseaux sociaux avaient envahi le monde traditionnel. Au mois de juillet 2017, là, on a vu le Parlement du Venezuela qui a été littéralement assiégé par des pro-Maduro. Alors ça, c'était un des symboles, disons, peut-être les plus marquants des tensions sociales et politiques qui existent en ce moment au Venezuela. À cette époque-là, on avait peut-être quelques centaines de manifestants là, qui avaient retenu la totalité de l'opposition en otage dans le Parlement.
Le mois d'août 2017 a été marqué par quelque chose que moi j'ai adoré, mais que la majorité de mes confrères de Montréal ont détesté, c'est-à-dire le Grand Prix de Formule E à Montréal. Donc on voyait pour la première fois les voitures électriques débarquer à Montréal. C'était un show qui était très différent. J'ai été surpris de voir que les écuries étaient à peu près équivalentes, puis que les chauffeurs étaient tellement agressifs comparativement à la Formule 1, où généralement tu avais des écuries qui étaient beaucoup plus fortes, puis on respectait plus le numéro 1 puis le numéro 2 dans l'écurie, du moins à l'époque où moi j'écoutais la Formule 1, tandis que là en Formule 1 il n'y avait aucun respect par rapport au pilote numéro 1, pilote numéro 2, là. J'ai été vraiment surpris de ça, puis on a vu entre autres un qui avait breaké, l'autre qui est rentré dans le cul, par la suite qui ont fait la même chose. Fait que ça a été un show selon moi très enlevant, mais pour la majorité des Montréalais ça a été un show de merde qui a coûté très cher et qu'il n'y a eu personne qui était présent. Le mois d'août avait été également frappé par une catastrophe naturelle qui était l'ouragan Harvey qui avait frappé le Texas. L'ouragan avait resté comme à plusieurs heures ou même plusieurs journées, je me rappelle pas exactement, je pense que c'était pendant 3 jours, il était resté à la même place au-dessus de la ville de Houston et on parle de trillions de litres d'eau qui avaient été déversés sur la ville. Ça avait été catastrophique à cette époque-là, puis ça avait donné des images qui étaient tristement spectaculaires. Et je pense que l'année 2017 a été difficile sur un point de vue naturel, de catastrophe naturelle, entre autres pour les États-Unis, parce que au mois prochain, on va avoir Irma qui va débarquer aux États-Unis. Alors le mois de septembre est frappé par l'ouragan Irma qui lui va toucher entre autres là, toutes les Caraïbes puis par la suite va rentrer aux États-Unis. Ça a été qualifié comme étant l'ouragan ou la tempête la plus importante de l'histoire de l'Atlantique. En parallèle, on a eu également à Mexico un séisme de magnitude 7.1 qui avait donné des images encore une fois très spectaculaires. Le mois d'octobre 2017 aura été un mois vraiment pénible au niveau de l'actualité internationale. Puis la première chose que je vais mentionner par rapport à octobre 2017, c'est ce qui a été la tuerie de masse la plus importante de l'ère moderne aux États-Unis. Alors il y a un homme du nom de Monsieur Paddock qui a ouvert le feu et qui a fait un total de 58 victimes. Il a ouvert le feu à partir du 32e étage de sa chambre d'hôtel, puis il a tiré sur des gens qui étaient présents à un concert, qui était un concert extérieur. Les images ont été des images qui ont fait encore une fois excessivement peur et qui ont fait trembler à peu près tout le monde. C'est plate à dire, mais il a vraiment pas manqué sa shot et ça a été une tuerie qui a été très importante pour l'histoire américaine. C'est également au mois d'octobre qu'on a vu le chanteur Eminem faire son fameux clash à l'égard de Donald Trump. C'est quelque chose qui avait beaucoup retenu l'attention au niveau des réseaux sociaux. Ça l'a fait jaser de manière positive et négative contre Donald Trump, pour Donald Trump, contre Eminem, pour Eminem. C'est également dans ce même mois-là qu'on avait vu apparaître dans le Times le fameux scandale de Harvey Weinstein, ce producteur hollywoodien-là qui avait 12 femmes qui l'accusaient d'agression et d'harcèlement sexuel. Et l'affaire Weinstein va avoir fait décoller toute une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux par rapport à des agressions et du harcèlement sexuel. Des fois, j'ai trouvé qu'il y en avait que c'était un petit peu n'importe quoi, là, parce qu'il y a du harcèlement qui est discutable dans certains cas. Mais il y a eu des cas, entre autres, d'agression sexuelle. Puis là, je veux dire, ça a sorti de partout, là. Oui, il y a eu Harvey Weinstein, mais t'as eu, entre autres, moi, j'ai été beaucoup touché par Kevin Spacey parce que j'adore la série House of Cards, puis ça m'a un peu détruit, là, je dirais, de voir qu'un acteur que j'aime à ce point-là a été accusé d'agression et d'harcèlement sexuel. Ici au Québec, on a eu l'affaire de Éric Salvaille qui a fait énormément jaser. C'est probablement l'animateur qui était le plus populaire. Puis là, lui, il y avait eu des cas essentiellement d'harcèlement sexuel. Puis il y en avait eu vraiment beaucoup, entre autres de se masturber devant un gars dans une douche, dans un gym. Il a été banni d'un gym ici à Montréal à cause de ses attitudes, comment est-ce qu'il dévisageait les hommes pendant qu'ils s'entraînaient. Bref, l'affaire Éric Salvaille va enchaîner par la suite avec l'affaire Gilbert Rozon qui est le fondateur de Juste pour rire. Donc tout ça, là, ça l'a fait décoller une série de dénonciations à l'affaire Weinstein. Entre autres, en France, on a eu, je crois que c'était le mot-clic balance ton porc ou quelque chose de même. En anglais, c'était Me Too, je crois. Bref, quelque chose comme ça. Au niveau des réseaux sociaux, l'affaire Weinstein est devenue une bombe et ça l'a fait découler et dénoncer un paquet de gens. Et je crois que l'industrie d'Hollywood va être métamorphosée à jamais à cause de ça. Le mois de novembre 2017, lui, va être frappé par la déclaration de l'indépendance par la Catalogne et par le non-respect du choix de la population de la part des autorités espagnoles. Pourquoi? Parce que il en reste pas moins que les indépendantistes ont été élus démocratiquement en faisant la promesse de faire la déclaration d'indépendance. Je ne demandais pas à l'Espagne de reconnaître la Catalogne comme étant un pays. Je demandais d'entrer dans des pourparlers pour essayer de régler ce problème-là. Mais c'est pas ce qu'on a fait. On a préféré envoyer l'armée et on a essayé de gérer d'une manière autoritaire cette situation-là. Puis ça a eu pour
au résultat qu'on a arrêté à peu près tous les leaders indépendantistes qu'on pouvait arrêter. On a refait des élections, puis on a réélu encore une fois en Catalogne des indépendantistes. Et le mois de décembre 2017, lui, a été frappé par le bannissement de la Russie des Jeux olympiques. Alors, en gros, ce qui va arriver, c'est que les athlètes olympiques russes ne vont pas se présenter sous la bannière russe, ils vont se présenter comme étant indépendants. Et c'est également au mois de novembre, on a vu Keelan James, donc ce jeune garçon-là qui avait fait un message très poignant concernant l'intimidation à l'école, qui avait réussi à obtenir l'appui de plusieurs stars aux États-Unis pour finalement découvrir que sa mère était peut-être une raciste et que son père était clairement un suprémaciste blanc. Maintenant, communauté, qu'est-ce qui a été des moments marquants pour ma communauté web dans l'année 2017? Ben, je pense qu'on a finalement atteint aux alentours du mois de mars, si je me trompe pas, on a atteint le 100 000 vues. Alors, il y avait des croyances populaires qui disaient que c'était $1 de revenu par 1000 vues, ce qui est faux pour moi parce qu'il y a un seuil à atteindre pour avoir de l'argent sur YouTube. Et ce seuil-là, c'est $100 de revenu. Moi, je suis rendu en ce moment à 150 ou 160 000 vues et j'ai pas encore atteint ce seuil-là. Alors, c'était un moment qui était un moment symbolique pour moi d'atteindre le 100 000 vues. Je visais le mois de juin, finalement ça s'est atteint en début d'année. Également le fameux 500 abonnés, lui s'est atteint au mois d'octobre, alors que je visais le mois de décembre. Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont fait la promotion de la chaîne YouTube en résumé. Ça m'a beaucoup touché d'obtenir le chiffre que je visais. Le prochain milestone, si vous voulez, la prochaine étape à atteindre, c'est 1000 abonnés. Et si je me fie à un site internet de prévision des tendances pour les chaînes YouTube, ça devrait être en 2021 que je vais atteindre le 1000 abonnés. Fait que je vous en reparlerai pas tout de suite des atteintes là, par rapport au nombre d'abonnés. Également, je veux faire quelques mentions très rapides avant de vous quitter. Alors, c'était au mois de janvier où j'avais essayé pour la première fois de faire des vidéos de type divertissement. Je vous avais fait un beau petit générique, je vous avais parlé de séries télé que j'avais aimé, que j'avais pas aimé, etc. Je peux pas dire que ça a été une très grande réussite, mais j'ai quand même essayé de faire des vidéos de type divertissement. Également, au mois de mars et avril, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la monétisation sur YouTube. Toutes mes vidéos étaient bloquées parce qu'ils considéraient que c'était des sujets sensibles aux annonceurs. Moi, je dois le mentionner, YouTube s'est beaucoup amélioré depuis, et là, depuis pratiquement toutes mes vidéos sont considérées comme étant monétisables. Il y en a une qui a été considérée comme étant non monétisable dernièrement. Je l'ai contestée et on m'a accordé raison. Alors pour ça, il faut que je donne une mention à YouTube pour ça. Au mois de mai, c'est le moment où Timmy Noir m'a mentionné sur les réseaux sociaux. Alors en gros, j'avais répondu à André Pitt par rapport à une position sur la gauche et la droite politique en France. Et il m'avait, non seulement est-ce qu'il m'avait repartagé sur sa page Facebook, il m'avait retweeté sur Twitter aussi, mais il m'avait également fait une promotion en incitant les gens à venir s'abonner à ma chaîne YouTube. Je tiens à le remercier vraiment beaucoup. Puis en plus, il a répondu à un paquet de questions. Ça a été super généreux de sa part. Au mois de juin, j'avais répondu à la YouTubeuse française qui posait la question c'est quoi d'être québécois? Et elle avait également repartagé ma vidéo sur son réseau social à elle. Et entre autres, elle avait incité les gens à s'abonner à ma chaîne YouTube. Alors merci beaucoup à Céline Geneviève, qui est une YouTubeuse française qui vit actuellement au Québec. Au mois de septembre, j'entendais pour la première fois le fils de ma cousine entendre. On lui a posé un implant. Ça a été une très belle vidéo et un beau moment familial pour nous. Au mois de novembre, mon ordinateur est mort. Alors là, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages de soutien. Je vous remercie vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup touché de voir qu'il y avait autant de gens qui m'appuyaient. Également, c'est au mois de novembre où j'ai fait ma première vidéo, ma première tentative de vidéo en anglais. Ça n'a pas été concluant. More specifically, this is a very European style city, so for the people across North America, it's very interesting to go in Quebec City. Alors cette vidéo-là, vous ne la verrez jamais de manière publique, je l'ai effacée, elle n'est pas présente nulle part sauf sur mon ordinateur et je vais pas la montrer en plus parce que la qualité est vraiment dégueulasse, alors je veux pas du tout que personne voit ça. Et au mois de décembre, j'ai fait une erreur qui était une erreur vraiment monumentale, alors j'avais déplacé les Jeux Olympiques à Pyongyang. Alors, les prochains Jeux Olympiques, pour moi, se donnaient en Corée du Nord, alors que c'est à Pyeongchang, en Corée du Sud, qui vont se donner. Et j'ai jamais cru dans ma tête que ça allait être en Corée du Nord, les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Je pensais bel et bien que c'était en Corée du Sud. Sur sa communauté, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2018. Je vous donne rendez-vous en 2018, en fait, tout prochainement, parce qu'on s'entend qu'on est pas mal de 31 en ce moment. Alors, j'ai déjà hâte de vous voir l'année prochaine, communauté. Prenez soin de vous, allez voir votre famille, vos amis. C'est important de passer du temps avec les êtres chers. Vous savez, j'ai déjà hâte de vous voir. As always! Bye bye!